Glénat vous présente l'info dans le rétro. Vive la France! Voilà, il monte dans la RCSTS et c'est parti. Ici, il a fallu éventrer une colline pour faire passer l'autoroute. Vous voyez, c'était vraiment la partie la plus difficile de l'autoroute. Après un viaduc, une tranchée. Le président Pompidou conduit le coude à la portière. Très calme, tranquille, il admire le paysage autant qu'il le peut en fonction du brouillard. Georges Pompidou, en voiture, le coude sur la portière, on guette sa cigarette au volant de cette ER16. On était en 1970, nous reviendrons à la fin de cette émission sur la passion des présidents pour l'auto, de quoi regarder différemment le mondial de l'auto qui se déroule en ce moment. Mais dans la première partie, nous nous interrogeons sur l'État patron et la nostalgie des nationalisations à propos de l'affaire Alstom. Pour produire français, l'État doit-il s'impliquer dans l'économie? On en discutera avec l'ancien ministre de l'économie Jean Arthuis et une historienne, Sabine Effosse. Et pour commencer, un point sur le sauvetage d'Alstom, un sujet signé Flora Sauvage. À 7 mois de la présidentielle, il fallait un plan pour sauver Alstom. Ce matin, Christophe Sirugue, le secrétaire d'État à l'industrie, est venu annoncer le plan gouvernemental aux principaux intéressés. 70 millions d'euros sont rassemblés pour préparer l'avenir du site de Belfort. Alstom et l'État consacreront 30 millions d'euros pour le développement du TGV du futur. Pour assurer l'avenir de l'entreprise, l'État prévoit une commande publique de 15 TGV destinés aux lignes intercités Bordeaux-Marseille et Montpellier-Perpignan. À 30 millions d'euros pièce environ, la facture pour les contribuables s'élève à 450 millions d'euros. De quoi donner du travail aux usines de Belfort et de La Rochelle, mais les salariés restent prudents après ces annonces. Donc on va aborder ensemble ce soir cette histoire de l'État patron et notamment des nationalisations avec deux invités. Jean Arthuis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen, ancien sénateur. Vous avez été surtout ministre de l'économie et des finances dans un gouvernement Alain Juppé entre 1995 et 1997. On y reviendra dans cette émission. En face de vous, Sabine Effosse. Bonjour. Une historienne de l'économie, une vraie. Vous êtes professeur à l'université Paris-Ouest, Nanterre, La Défense, et vous êtes directrice de l'IDHE, qui est un laboratoire d'histoire économique. D'un mot sur Alstom, ça vous a paru positif, cette idée d'acheter des TGV, d'impliquer l'État, Jean Arthuis? Je me dis qu'on aurait pu sauver Moulinex en son temps, en achetant des presses purées, et pour les années à venir, pour les cantines, dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles, dans les hôpitaux. D'accord. Ce que je vous propose pour commencer l'émission, c'est de revenir à un moment, un temps, où les nationalisations étaient parfaitement légitimes et faisaient même, on peut le dire, consensus. On est en 1945, c'est un reportage sur les houillères. Les houillères sont nationalisées, exposait hier M. Lacoste. L'État exploite lui-même les houillères dans l'intérêt exclusif de la nation et non au profit de particuliers. Pour y parvenir, il prend possession de toutes les installations nécessaires. Ainsi, une première industrie clé, le charbon, doit quitter le cycle de l'intérêt privé pour entrer totalement dans celui de l'intérêt public. Il est nécessaire, dans notre effort de rénovation, que le charbon, source principale de l'énergie, s'insère directement dans le domaine de la nation. D'autre part, l'ouvrier, l'ingénieur, qui n'avait jusqu'ici aucun droit dans l'entreprise qui les employait, deviendraient les éléments conscients et actifs de la vie de leur mine. Sabine Effosse, pourquoi est-ce qu'on mène ce grand programme de nationalisation en 1945 ? Alors, les nationalisations de 1945 découlent directement du programme du Conseil national de la résistance. Elles visent à sanctionner la collaboration économique de certaines entreprises avec les autorités d'occupation. Sanctionner, vous voulez dire que quand Lacoste, dans le petit sujet, parle de substituer l'État aux méchants capitalistes d'une certaine manière? Oui, alors là, il s'agit... C'est du brigandage? Non, là, il s'agit de sanctionner très clairement la collaboration avec l'occupant nazi. Donc, pour les charbonnages de France, c'est très clair. Fondation
demandé en 1946. Mais ça, c'est une partie des nationalisations, ce qu'on pourrait appeler les nationalisations sanctions. Mais l'autre partie, c'est évidemment les nationalisations qui vont être l'outil de la modernisation française, de l'économie française en 1946, notamment tout ce qui a trait à l'énergie, qui est un enjeu majeur pour l'indépendance de la France. Donc, c'est la grande période de la reconstruction. C'est la grande période de la reconstruction. L'État cherche à s'assurer d'avoir l'ensemble des sources d'énergie à sa disposition et principalement le charbon qui est le pain de l'industrie. Donc, Jean Arthuis, ce sont des mesures anticapitalistes, mais en fait favorables à l'ensemble de la nation. C'était à l'époque où les États-nations étaient relativement autarciques. La mondialisation n'était pas là. La mondialisation a changé la donne. Donc vous voulez dire qu'à l'époque, il y a d'autres États en Europe qui aussi procèdent à un accroissement du secteur public. Oui, c'est vrai, mais on est dans des cadres relativement étanches. Au fond, on peut faire un peu ce qu'on veut, on reconstruit. On a une inflation folle. Bon, ça va bien. Donc ça a été efficace quand même. Vous devez le reconnaître. À un moment donné, mais très vite, on a vu les déviances. L'État est dans une attitude complètement ambiguë. À la fois régulateur, il fixe les règles du jeu, les règles de la concurrence, et il est actionnaire. À un moment donné, ça a marché, ce système. Ça a marché parce qu'on était dans les 30 glorieuses, on reconstruisait, la mondialisation n'était pas là, l'homme n'avait pas encore conquis la planète, il n'y avait pas le numérique, et il n'y avait pas le digital, les moyens de transport n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et on voit bien à l'épreuve du temps qu'en fait, ces entreprises nationales étaient devenues des appendices de la sphère publique. C'était formidable pour les hauts fonctionnaires, des polytechniciens, des énarques, qui trouvaient là le prolongement de leur carrière. Soudainement, ils multipliaient par 4 ou 5 leur rémunération. Alors, quand on a privatisé, ils ont échappé même à ce moment-là au contrôle. On va y revenir, mais je vous entends, mais il y a quand même un moment, il faut quand même admettre un certain nombre de réussites. Là, il y a un sujet que je voudrais vous diffuser à tous les deux. On est en 1972, je crois que c'est quand même une des grandes réussites industrielles, c'est le TGV, la première version, qui fait Paris-Bruxelles. On est en 1972 et justement après, je vous interrogerai, Sabine Fausse, sur cette réussite. À son arrivée en gare de Bruxelles, le TGV 001. Il ne s'agit pas d'un train secret, mais du turbotrain expérimental à très grande vitesse de la SNCF. Équipé d'un turbomoteur d'hélicoptère adapté à la circulation terrestre, le turbotrain peut atteindre des vitesses allant de 250 à 300 km/h et même 308 km/h. Cette vitesse, la plus rapide jamais atteinte dans le monde, ayant été réalisée par le turbotrain sur une ligne droite des Landes. Paris-Lyon sera donc la première ligne équipée du turbotrain à très grande vitesse. Il faudra alors seulement 2 heures pour joindre les deux villes et moins d'1 heure pour se rendre de Paris à Lille. Le turbotrain pourrait également assurer en 2h30 la liaison entre Paris et Londres par le tunnel sous la Manche. Si les constructeurs ont principalement mis l'accent sur la rapidité, ils n'ont pas pour autant oublié le confort des passagers. Le confort de ce train est très grand. Vous le voyez, je peux incliner mon siège à volonté. Je peux également me servir d'une petite table qui se trouve ici. Je peux faire venir devant moi pour écrire ou bien pour déjeuner si je le désire. Moi, j'adore dans ce sujet le jeune Daniel Bilalian testant le fauteuil avec presque l'impression d'être dans un avion. Sabine Fausse, des réussites comme ça, comme le TGV en 1972, comme la Caravelle, c'est quand même le produit de ce secteur public. C'est le produit du secteur public, c'est le produit de ce que De Gaulle a appelé l'impératif industriel, donc mené grâce à la planification. Donc c'est une économie concertée, pour reprendre les termes de Jean Monnet, qui est mise en place en France. Et donc, parmi ces champions nationaux, nous avons le train, nous avons l'aéronautique avec la Caravelle, nous aurons le Concorde également en 1969, nous aurons Ariane Espace, Airbus, grâce à l'Europe au tout début des années 1970. Donc là, on est vraiment dans le succès de cette politique de planification et d'État actionnaire, d'État stratège dans la politique industrielle. Donc, dans cette époque, on peut dire que la nationalisation a des fans. Est-ce que c'est pour ce motif qu'on nationalise en 81 ? Alors, les nationalisations de 1981 relèvent davantage du terrain idéologique, si je puis dire. C'était dans le programme commun de la gauche. Il s'agit de remettre, oui, il y a un parallèle avec 1945, il s'agit de remettre les forces productives au service de la nation et notamment le volant financier avec la nationalisation des banques et pas seulement des grands groupes industriels. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé, Jean Arthuis ? Pourquoi est-ce que ce système qui fonctionne, qui est renforcé en 1981, se grippe ?
et qu'à un moment donné, en 83-84, on change d'optique. Parce qu'en 82, on est déjà dans une logique européenne, le marché s'est ouvert, les premiers signes de globalisation sont tangibles, on voit que la concurrence va impacter. C'est plus tenable ? Et puis c'est le moment où la croissance commence à être percutée, la crise de 74, les problèmes du pétrole, ça devient plus difficile, et là, l'État, pour équilibrer ses comptes, va faire pression sur les entreprises pour sortir du dividende, pour en faire une ressource qui vienne réduire le déficit public. On est dans un exercice complètement dénaturé. Donc l'État devient mauvais patron. Vous êtes en train de me dire que l'État, qui était bon patron, devient mauvais patron. Très mauvais patron. D'ailleurs, je crois qu'il ne peut pas être un bon patron. L'État doit être un régulateur, doit être un arbitre, doit fixer les règles, doit prendre les moyens de contrôler les règles du jeu. On a même vu une époque où le Trésor était dans l'ambiguïté totale par rapport aux banques. Attendez, le Jean Arthuis qui est face à moi, au milieu des années 80, il se met dans la coalition avec Jacques Chirac, on va vers les élections de 86, il va être secrétaire d'État du gouvernement qui privatise. À la concurrence. Donc alors, des privatisations, il y a quand même un aspect idéologique, il y a quand même eu cette révolution libérale. Non, c'est le constat que l'État ne sera plus en mesure d'être un bon patron. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'ai vu. Alors, il y a le constat d'un échec, si vous le permettez, il y a le constat d'un échec, effectivement, en économie ouverte. C'est-à-dire que l'État stratège, l'État patron, c'est très bien en économie fermée. À partir du moment où la construction européenne se renforce, et nous avançons progressivement vers Maastricht, 1992, il apparaît très clairement que la concurrence internationale joue en défaveur de l'industrie française. Donc, il faut privatiser. Il faut privatiser. Parce que l'État n'est pas en situation... Quand il faut recapitaliser, bien souvent, l'État n'a pas les moyens. L'État s'endette pour... On va peut-être parler de Thomson. Alors, vous avez lancé Thomson. on va parler de Thomson. Alors justement, tenez, on est en 1996. On va voir une archive. D'ailleurs, vous apparaissez furtivement. On vous voit à côté du ministre Borotra, votre collègue. Vous étiez ministre de l'économie et des finances. L'affaire éclate le 16 octobre lorsque le gouvernement annonce que Thomson sera vendu pour 1 franc et en 2 morceaux. Des salariés de Thomson Multimédia et l'opposition accusent alors le gouvernement de brader l'entreprise. Pourtant, Thomson est criblé de dettes. Le gouvernement a même dû recapitaliser l'entreprise à hauteur de 11 milliards de francs. Thomson Multimédia, je le répète, ça vaut 1 franc symbolique après recapitalisation. Parce que dans l'état actuel des choses, ça ne vaut rien. Ça vaut des dettes. Ça vaut 14 milliards de dettes. Thomson, ça vaut rien. Ça vaut des dettes. Ça, c'est l'enfant du plan calcul. Mais vous étiez d'accord, vous, avec ça? Ça, c'est l'enfant. Mais écoutez, très franchement, Thomson était en faillite à la fin des années 80. En 92, Thomson vend sa branche électroménager à une firme italienne pour récupérer 2 milliards de francs. Mais on est toujours en situation nette négative, et très négative, du fait d'un surendettement. C'est l'époque où on va même demander à Thomson de participer au capital du Crédit Lyonnais pour recapitaliser. Enfin, on est dans des situations intenables. Oui, mais c'est une privatisation qui rapporte rien, ça, Jean. C'est l'époque du nini. Ni privatisation, ni nationalisation. Je me souviens, j'étais rapporteur général du budget au Sénat, et on a vu arriver une disposition dans la loi de finances rectificative pour nous expliquer que les repackaging de TSDI, c'est-à-dire des opérations dans les paradis fiscaux, avaient été le fait de banques contrôlées par l'État, de la Caisse des dépôts et consignations, pour respecter le nini. Enfin, l'État n'avait pas les moyens de son ambition. Donc vous avez été très content de l'alternance avec le gouvernement Jospin, qui lui a été celui qui a le plus privatisé. C'est-à-dire qu'il a plus privatisé que Chirac, plus privatisé que Balladur, donc ça a dû vous satisfaire. C'est pas un championnat. Ce qu'il faut, c'est sortir de cette ambiguïté. On a bien vu que l'État actionnaire est incapable. Moi, j'ai vu, en tant que ministre, il y avait plusieurs ministères qui avaient chacun leur représentant dans le conseil d'administration. Eh bien, l'État n'arrivait même pas à avoir une position unique par rapport au conseil d'administration. Le président était nommé par le ministre, il était quelquefois très proche du ministre, et donc il n'avait rien à cirer de ce que pouvaient penser les administrateurs. Il avait vu le ministre la veille, il avait dit au ministre qu'il préserverait peut-être un établissement dans sa circonscription, donc tout était bel et bon. Voilà comment on a figé la situation et on a ridiculisé l'État actionnaire. Alors, Sabine Fosse, est-ce qu'aujourd'hui, l'État patron, l'État mauvais patron, le débat est tranché?
Non, je pense que le débat n'est pas tranché en France. Nous sommes toujours dans ce qu'on pourrait appeler entre l'État et le marché. C'est-à-dire que dès qu'il y a une difficulté au niveau du marché, l'État vient sauver les entreprises. Parfois à contre-courant, on a vu pour la sidérurgie, on a beaucoup renfloué, finalement ça n'a servi à rien. On l'a vu précédemment encore pour le textile. Donc je pense qu'il y a toujours une ambiguïté qui relève, je pense, d'une idée que l'État pourrait être une sorte de deus ex machina au service des entreprises et en oubliant peut-être le rôle fondamental du marché. C'est spécifique à la France? Écoutez, ce qui est quand même paradoxal, c'est que la France est le pays où l'État s'est le plus investi dans les entreprises. Et c'est le pays occidental qui est le plus désindustrialisé. Comment expliquez-vous ça? Alors, moi, je ne sais pas comment j'expliquais, mais je vais vous montrer un extrait, on y revient juste après. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que justement sur ce débat sur la nationalisation, il est revenu à la faveur notamment de ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire la sidérurgie. Florange, on a eu un débat lancé par Arnaud Montebourg sur une éventuelle nationalisation temporaire qui a rebondi avec d'autres acteurs et aussi une actrice. Alors, les associations qui sont très mobilisées au quotidien, et puis l'État aussi, qui est appelé à la rescousse, notamment pour sauver les entreprises, souvent en dernier ressort d'ailleurs. À Florange, en l'occurrence, pour sauver le site d'ArcelorMittal, qui ne sera finalement pas nationalisé. Oui. Auriez-vous souhaité une nationalisation purement et simplement? Oui, écoutez, je l'ai dit depuis des mois. Je crois même avoir été la première à le dire, qu'il fallait envisager une nationalisation temporaire d'ArcelorMittal. Avec le recul, vous dites toujours la même chose? Mais bien sûr, je dis la même chose pour une raison simple. C'est que je crois que l'acier est un domaine absolument stratégique pour notre pays. Sabine Effosse, est-ce que Marine Le Pen est la seule à être favorable aux nationalisations en 2012 et depuis? Non, bien sûr, d'autres, et notamment à gauche, sont également favorables aux nationalisations, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Arnaud Montebourg. Ça, c'est une sorte de récurrence, de leitmotiv qui surgit à chaque fois qu'une grande entreprise est en difficulté. Mais nous sommes aperçus très rapidement que, de toute façon, la nationalisation n'est pas une solution pérenne, surtout dans une économie ouverte. Et je pense que ce genre d'acteurs, malheureusement, oublie les règles de la mondialisation et du marché. Donc à court terme, mais pas forcément à long terme. Mais le libéral que vous êtes, il ne doit pas être d'accord avec ce principe du tout, non? Il faudrait au moins que l'Europe ait une politique plus cohérente par rapport à son ouverture au monde. Actuellement, on a un problème sur l'acier, par exemple. Les Chinois sont en train de... Ils sont en surproduction extraordinaire et ils saturent le marché mondial avec des prix de dumping. On ne peut pas accepter ça. Et on risquerait peut-être demain d'accorder à la Chine le statut... d'économie de marché. On a une petite rubrique dans l'émission et cette semaine, j'ai voulu la rattacher à cette question qui s'appelle le mot de la semaine. Et le mot de la semaine, je l'ai choisi, c'est le mot bricolage. Bricolage comme dans une citation d'Arnaud Montebourg à propos justement de l'affaire Alstom. Nous sommes en face, dit Arnaud Montebourg, d'un bricolage opportuniste. Alors bricolage, je me suis dit, mais tiens, d'où vient ce mot? C'est un mot assez ancien, c'est un mot qui vient de bricole. La bricole, au Moyen-Âge, c'était une catapulte à bascule, et qui donc servait à ouvrir des brèches dans les murs. Et comme elle était à bascule, donc elle était sinueuse, on a parlé de bricole, comme de faire un pas de côté, comme d'aller vers les loisirs, comme de sortir un petit peu de son travail habituel. Oui. Voilà. Et il se trouve qu'un de nos personnages politiques importants, le président François Hollande, a été qualifié de champion du bricolage par Le Parisien. Oui, c'était en une à propos de son remaniement ministériel. Alors, il est homme d'État, mais en même temps, il est monsieur bricolage. Et je me suis dit qu'en fait, dans ces affaires de gestion publique des entreprises, parfois, les gouvernements étaient amenés à faire un petit peu du bricolage. Je voulais vous remercier, Sabine Effosse, d'être venue avec nous aujourd'hui. Merci pour vos explications, elles étaient très éclairantes. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Et donc, on espère vous revoir prochainement dans cette émission. Avec grand plaisir. Je vous remercie. En deuxième partie de cette émission, cette semaine, alors que le mondial de l'auto se poursuit, on va faire un petit pas de côté en regardant comment les présidents sont au volant, quel rapport ils ont avec l'automobile. Et donc, pour discuter de cette question, je suis heureux d'accueillir Mathieu Flonneau. Mathieu Flonneau, vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1 et vous avez publié votre dernier livre, L'automobile au temps des 30 Glorieuses, et c'est chez Loubatière. On va regarder tout de suite, pour démarrer, un petit extrait dont on a vu un bout en début d'émission. C'est le président Pompidou qui inaugure une autoroute en 1970 à bord d'une R16. Voilà, il monte dans la R16 TS et c'est parti. Ici, il a fallu éventrer une colline pour faire passer
L'autoroute, vous voyez, c'était vraiment la partie la plus difficile de l'autoroute. Après un viaduc, une tranchée. Le président Pompidou conduit le coude à la portière. Très calme, tranquille, il admire le paysage autant qu'il le peut en fonction du brouillard. On a l'impression qu'il y a quand même un petit peu de soleil là, Guy Claes. Il y a du soleil qui perce par endroits, oui. Mais si vous voulez, on voit sur l'autoroute même, la visibilité est bien de 80 à 100 mètres. Malheureusement, on ne voit pas très bien la campagne autour. Le tracé de l'autoroute est agréable par lui-même? Il est assez sinueux dans cette région, parce que, bien sûr, il a fallu traverser une région très montagneuse. Donc, l'autoroute se balade entre des collines, mais c'est joli. Et je crois que ce n'est pas une portion d'autoroute sur laquelle on pourra faire du 200 à l'heure. Mais quand on pense à ce qu'était la Nationale 6, oh là là, oui, entre Saulieu et Mâcon, c'est quand même un progrès, je crois, tout à fait considérable. Mathieu Flonneau, quand on voit ces images avec les motards, avec la garde présidentielle, est-ce qu'on n'est pas là dans la mise en scène de la majesté présidentielle? Est-ce qu'il n'y a pas dans le rapport des présidents à la voiture quelque chose de royal, de régalien? Alors il y a quelque chose qui se joue, mais je dirais de la République automobile. Et la chose automobile devient publique à cette période. Et le président, en inaugurant, effectivement, les images sont connues de cette autoroute, il n'a pas roulé à 200 à l'heure, mais il a roulé à 160 à l'heure. À une époque où les limitations de vitesse n'existaient pas. Et donc Georges Pompidou, qui aimait la voiture, c'est de notoriété publique, eh bien, joue le rôle au volant d'une voiture, et ça croise la discussion de tout à l'heure, une voiture nationalisée, Renault, eh bien, inaugure cette autoroute qui est quand même l'axe nord-sud de la France, qui est à l'époque complétée. Et il y a une plaque très célèbre à Savigny-les-Beaunes, à flanc de montagne, qui rappelle ce moment de l'inauguration en 1970. Quand on parle de président des voitures, moi, l'image que j'ai en tête tout de suite, c'est De Gaulle avec la DS. Oui. Alors De Gaulle, effectivement, De Gaulle sauvé aussi par sa DS ou Petit Clamart au moment de l'attentat. Et surtout, c'est la DS qui est derrière, qui est cette majesté, effectivement, si vous voulez rester dans les métaphores, qui est effectivement une voiture emblématique de la France des 30 Glorieuses, une voiture emblématique de ce génie national lié à l'automobile. Et le Premier ministre actuel, Manuel Valls, visitant le salon, a parlé d'une relation magique avec l'automobile. Et on peut le confirmer. Jean Arthuis, quand on a été ministre comme vous, qu'on a été dans ces grandes voitures, est-ce que ça produit une impression de puissance? Bon, pas vraiment. Pas vraiment? Moi, ça ne m'a jamais... Là, je suis venu vers vous. La voiture, c'était un bureau? Je suis venu en métro. Alors, à l'époque, quand j'étais au gouvernement, le téléphone portable faisait ses premiers pas. Alors, ça prenait la moitié du coffre, à peu près. Mais... c'était un peu, ou bien on s'y reposait, on en profitait pour dormir un peu, ou bien on passait des coups de fil. C'était pas franchement un bureau, on n'avait pas les appareils, les micro-ordinateurs dont nous disposons maintenant, les portables. Mais la voiture, c'est un peu le carrosse, quoi. Et d'ailleurs, ça reste comme ça. Je note que pour mesurer la puissance d'une voiture, on parle de chevaux, comme s'il y avait une continuité. Mais la continuité existe. Il y a une deuxième image que je voudrais vous soumettre, qui change un petit peu la donne. Vous allez voir, on est beaucoup plus tard, on fait un saut de pratiquement 20 ans, et on va voir François Mitterrand en train de voir une nouvelle voiture qu'on lui présente dans la cour de l'Élysée. Faut-il voir dans l'image qui va suivre une nouvelle intervention du président de la République dans la campagne électorale? Le chef de l'État, à qui ont été présentés deux modèles de la nouvelle petite Renault, la Twingo, avait le choix entre deux couleurs, la rouge et la bleue. Il a choisi la rouge. Mais vous l'avez remarqué, il a tourné à droite. Vous avez marqué la voiture rouge pour tourner à droite. Là, on a changé de logique. Pas vraiment. Dès 1974, lorsque Valéry Giscard d'Estaing est élu président, il remonte pour son investiture à pied les Champs-Élysées. Il témoigne d'une forme de détachement vis-à-vis des automobiles. Là, c'est un adoubement présidentiel d'un modèle important pour Renault, car il va le sauver, et important pour l'industrie française, parce qu'il exprime une forme de convivialité française de l'automobile qui est un des traits de la culture française du volant.
D'accord, mais c'est quand même un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui une opération de communication. Complètement. Et que l'État français soutienne l'automobile française, moi ça ne m'étonne pas. Et je pense qu'il y a là un enjeu national que les présidents sont à même de vérifier à chaque instant. Alors on a vu aussi la promotion de la voiture électrique par Ségolène Royal. Vous, Jean Arthuis, vous avez fait des opérations un peu similaires pour promouvoir des automobiles françaises ou c'était pas du tout l'ère de votre époque? C'était pas vraiment dans mon champ de compétences. Enfin, ce que je note quand même, c'est que l'automobile est très important. Mais vient un moment où, pour rendre l'automobile accessible au consommateur, à l'acheteur, à l'automobiliste, on va produire en Roumanie, parce que c'est moins cher. Et on ne fait pas les réformes qu'on devrait accomplir chez nous pour rester compétitif. C'est en cela que j'accuse l'État, qu'il soit actionnaire ou qu'il soit régulateur, de ne pas avoir eu la lucidité pour procéder à une pédagogie, pour permettre à nous, Français, de comprendre l'urgence et la nécessité d'un certain nombre de réformes. Bon, mais quand même, Mathieu Flonneau, là, il nous fait la voiture, secteur économique. Nous, on était dans la voiture aussi plaisir. Est-ce qu'on retrouve en écho le même désir de simplicité ou au contraire de majesté à gauche et à droite? Ou est-ce qu'il y a des spécificités politiques derrière ça? Il est très difficile de marquer le curseur et de le superposer à un clivage politique. Ça serait très faux, je pense, historiquement, de vouloir absolument plaquer C'est des liens personnels? Et il y a des liens personnels, oui, indiscutablement. Mais ce qui est certain, c'est que dans la sphère publique, ces liens sont peut-être de façon très hypocrite, en quelque sorte distendus. Et il y a une forme de désamour automobile que l'on juge bon d'affecter. Mais c'est qui le président que vous diriez le plus amateur ou le personnage de Il est évident politique que Georges Pompidou demeure, de ce point de vue-là, une butte témoin de l'amour français de l'automobilisme. Lorsqu'il fait construire une Maserati, une Citroën Maserati SM décapotable pour l'Élysée, eh bien celle-ci est véritablement le plus beau véhicule que la République ait jamais eu. Nous sommes là dans une logique, effectivement, d'un rapport qui est personnel à l'auto, mais enfin le secteur quand même automobile, le secteur économique mérite d'être rappelé. Un événement par lequel vous avez accroché le sujet, le mondial de l'automobile, juxtapose ces dimensions-là, juxtapose une dimension industrielle première. Dans les visites de candidats, si vous en avez vu quelques-uns, lequel vous a paru en quelque sorte le champion du monde des amateurs de voitures? Je n'ai pas, là, de ce point de vue-là, de jugement à y porter. On dit que François Fillon, par exemple, a été pilote. Oui, la Formule 1 pour Fillon. Oui, François Fillon, les 24 heures du Mans, dont le frère est effectivement le directeur de la CO. Vous avez là un engagement qui est aussi un engagement local. Et François Fillon, de ce point de vue-là, dans la Sarthe, a un attachement à l'automobile. Mais ils sont rares à oser l'avouer. Et les péripéties arrivent. Rappelons la dernière élection présidentielle, Dominique Strauss-Kahn est écarté pour des raisons scandaleuses, mais la photo qui lui nuit beaucoup est la photo au cours de laquelle il monte dans une Porsche Panamera. C'est un stigmate, effectivement, qu'il a porté. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Jean Arthuis, on est au terme de l'émission, je suis désolé, je ne veux pas vous laisser frustrer de parole. Une autre voiture qu'une voiture française, oui, c'est vrai. Bien sûr. Quand on a un mandat public. Bon, mais tout à, je vous remercie vraiment tous les deux. Jean Arthuis, merci d'être venu de Bruxelles ou de Strasbourg aujourd'hui. De Strasbourg aujourd'hui pour nous éclairer. Mathieu Flonneau, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes aussi commissaire d'une exposition sur l'automobile et le cinéma qui se tient en ce moment au Mondial de l'Auto. Et on va se quitter avec quelqu'un qui n'est pas du tout en voiture. C'est une tradition dans cette émission de prendre une personnalité qui nous dit au revoir. Ben, c'est une personnalité qui va nous quitter en vélo. C'est Christiane Taubira. Applaudis, reculez,